Alors on avance. Voilà quelque chose du côté de la Côte d'Ivoire qui commence à inquiéter un peu. Le monde commence à s'interroger sur les intentions réelles d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara joue à un jeu dangereux. Il va se coucher à Paris. Peut-être qu'il est vraiment convalescent. Peut-être qu'il est vraiment malade. Peut-être qu'il est vraiment dans l'incapacité d'exercer correctement son travail. Voilà quelqu'un qui dit donnez-moi 5 ans. Après 15 ans, il n'a pas été à mesure de construire un hôpital digne de ce nom pour que les Ivoiriens puissent se soigner. Il n'a pas été capable de construire un hôpital digne de ce nom pour que les autorités de ce pays puissent se soigner. Alors la question que les Ivoiriens devraient se poser, est-ce que réellement Dramane Ouattara est celui qu'il a prétendu être toutes ces années, depuis 88-89 jusqu'en 2025? Est-ce qu'il est réellement ce qu'il dit qu'il est? Alors, ce qui est intéressant souvent, dans ce que j'appelle l'exercice de l'intellect humain. L'exercice de l'intellect humain consiste à faire quoi? À participer à des débats. On a vu ça beaucoup sous Laurent Gbagbo, comme on appelait ça la agora, c'est ça, où les gens se retrouvaient pour débattre des sujets. Ils ont essayé de recréer des agoras sur 2 plateaux de télévision en Côte d'Ivoire. Euh, la nouvelle télé, c'est ça? La nouvelle télé. Ou bien Live TV et puis la nouvelle télé. Alors, on invite certaines personnalités, des hommes de droit, des journalistes, des hommes politiques, des leaders d'opinion, des religieux, tous. Mais ces temps-ci, l'actualité est captée, l'actualité est consommée par la radiation du président Cheikh Tidiane Thiam. Et on nous dit, il y a eu un débat intéressant que j'ai écouté un tout petit peu. Le gouvernement de Ouattara, je vais commencer par là avant de revenir en arrière. Il y a des contradictions et des contradictions. Mais, je vous en prie, permettez-moi de vous ramener ici d'abord. Il y a quelque chose que j'espère pouvoir retrouver euh, dans la vidéo pour vous. Je voudrais rapidement trouver cette vidéo-là et vous amener à comprendre. Parce que cette vidéo-là, je dirais pas les choses, mais on, on a besoin de ça, on a besoin de l'écouter. Je vais faire le maximum. Alors, que dit la vidéo? Permettez-moi, elle est là. C'est pas ici. Donne-moi une seconde. Hein. Ah, d'accord, il est là. D'accord, il est là. Il est là. Macron est là. Macron est là. Macron est là. Celui-ci aussi est là. Donne-moi une seconde. Hein. Voilà. Merci. La vidéo est là. Je sais que je suis de partout, sur les réseaux sociaux. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Si Jean-Thiam était en France, il n'avait plus de papier, aucun papier, zéro papier. Je dis bien zéro papier. À part ses papiers français. Il n'avait rien, absolument rien. C'est Alassane Ouattara qui a instruit
les institutions parce qu'ils ne savaient pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Ils ne savaient pas que le monsieur avait acquis la nationalité. Pour attraper un voleur, un menteur, un manipulateur, un fossoyeur, vous écoutez les éléments de langage. Qu'est-ce que éléments de langage, c'est quoi? Les éléments de langage, c'est la succession des idées à travers la construction d'une phrase ou le développement d'une idée. Vous regardez entre ce qu'il dit et la réalité, ce qu'il veut faire paraître et la réalité, ce qu'il veut réellement dire, est-ce que ça colle avec la vérité? Voilà ce qu'on appelle les éléments de langage. Il y a plusieurs types d'éléments de langage, mais je vais me limiter à ça seulement. Il dit, Alassane Ouattara a instruit les institutions. Tout le monde sait que c'est faux. Un président n'instruit pas les institutions pour donner papier à quelqu'un. Mais comme ce sont les moutons, et les moutons dans l'enclos et tout ce qui est. Mais, on n'instruit pas les institutions, mais on instruit le ministre des Affaires étrangères. 1. 2. Soit on instruit le ministre de l'Intérieur. Mais comme je m'en tiens d'abord à ça, dans le cas échéant, le président ne peut pas donner nationalité à Tidiane. C'est faux, archi faux. C'est Tidiane Thiam qui peut faire la démarche pour avoir la nationalité. Mais vous savez, les gens veulent faire paraître ce minable président comme étant le meilleur président de tous les temps. Ils ne se rendent même pas compte par moment de leur bêtise, tellement ils sont obsédés à vouloir transformer le mensonge en vérité. On va écouter une dernière fois. Français, il n'avait rien, absolument rien. C'est Alassane Ouattara qui a instruit les institutions. Quelles institutions? Parce qu'il ne savait pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Il ne savait pas que le monsieur avait acquis la nationalité française à sa majorité. S'il l'avait su. Mais en quoi que Tidiane Thiam, français, est un problème de Ouattara? Est-ce que Tidiane, là, c'est l'enfant de Ouattara? Non. Alors, vous savez, même quand vous voulez mentir, parce que le mensonge, c'est leur tasse de thé, au RHDP. Même si vous voulez manipuler, parce que la manipulation, c'est votre devise, c'est votre ADN. Mais soyez intelligent et faites-le de façon intelligible, mais pas de façon flagrante. Si c'est Bakongo, je savais qu'il était bête, idiot, mais je ne savais pas qu'il était abruti. Bête, idiot, oui, mais abruti, je ne le savais pas. Écoutons. Il nous a conseillé autre chose. C'est lui qui a facilité son retour en Côte d'Ivoire. Comment c'est lui qui a facilité ton retour en Côte d'Ivoire? Que tu allais remercier pour ce qu'il a fait. Tu peux venir te mettre sur la place de lui pour dire qu'il ne veut pas que tu sois candidat parce que, voilà, toi tu es le plus populaire. Que lui, il a fait un sondage. Dans son sondage, il est le plus populaire. Il dépasse le président Gbagbo. Il dit après, dans le sondage, au deuxième tour des élections, que lui, il a 57%, Alassane Ouattara a 41%. C'est quoi ça?
Donc les Ivoiriens, ils boivent l'eau par les narines. Donc cherchez. Alors, permettez-moi de répondre brièvement à l'abruti, la bêtise, vraiment la honte de l'espèce humaine, c'est Ibrahim Bakongo. Lui, voleur pathétique de son état, corrompu et corrupteur jusqu'à la moelle, indigne, malhonnête. Au moins, Tidjane Thiam est confronté à une question de nationalité. Ok, je peux comprendre. Mais combien de milliards ce fossoyeur, ce criminel économique, ce voleur de grands chemins, combien de milliards il a détourné par rapport à la rénovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour avoir fréquenté l'université, je sais ce que c'est. J'y ai été. Qu'est-ce qu'il a fait? On a peint les murs. On a fait semblant d'installer Internet gratuit. Mais aujourd'hui, quand il pleut au campus ou sur le campus, je vous en prie, les amphithéâtres deviennent des piscines. Dans les campus, les chambres, c'est pathétique et c'est pitoyable. L'œuvre de qui? C'est Ibrahim Bakongo, le casseur de mosquées et d'églises, celui par qui les femmes enceintes accouchent sur les tombes dans les cimetières, celui par qui les enfants vont étudier sur les tombes dans les cimetières. Est-ce que lui, il a une question de probité, de moralité, de dignité pour parler ainsi? Il dit, est-ce que les Ivoiriens boivent l'eau par les narines? Idiot abruti. Oui, les Ivoiriens ne boivent pas l'eau par les narines, mais les Ivoiriens se souviennent de toi. Voleur, menteur, corrompu. Ça, les Ivoiriens le savent. Vous savez, au RHDP, ils ont une technique. On appelle ça la technique du camouflage politique. Keïta, faut nous expliquer camouflage politique, ça veut dire quoi? D'accord, asseyez-vous, je vais vous expliquer le camouflage politique. Le camouflage politique consiste à toujours utiliser une situation pour masquer une autre. Une situation pour cacher une réalité. Une situation pour masquer une carence. Aujourd'hui, Tidjane Thiam permet au RHDP de cacher la débâcle économique, la misère politique, le bâillonnement, le muselage, l'emprisonnement, l'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est devenu celui qu'il faut utiliser à tout bout des champs pour essayer d'étouffer tout ça. Mais que c'est Ibrahim vient nous donner, lui, qui attaque Tidjane Thiam sur la moralité, parce qu'il dit qu'il est ingrat et qui n'a pas, qui ne reconnaît pas que Ouattara l'a aidé, ça on a compris c'est. Mais toi, voleur là, menteur là, l'argent que tu as détourné pour la réflexion de l'université là, il faut expliquer aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens se souviennent. Tu as profité du premier mandat dans le chaos. Le marché a été passé de gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et nous savons tous, pour être, moi personnellement, pour être fils d'entrepreneur, je sais ce que signifie l'obtention d'un marché de gré à gré. Je sais ce que c'est. C'est la plus grande mafia que vous pouvez voir dans un gouvernement lorsque la plupart de tous les contrats sont passés de gré à gré. Et Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir jusqu'à la date d'aujourd'hui, 80% des marchés exécutés sont passés de gré à gré. Je dis, mais 80%, ce qui explique le plafonnement exponentiel de la dette ivoirienne. Oui, ce sont les marchés de gré à gré qui ont fait grimper la dette ivoirienne. Alors, qu'ils expliquent cela aux Ivoiriens.
qu'ils aient le courage de dire aux Ivoiriens. Aujourd'hui, ils s'abattent tous sur ces Tidjane Thiam. Ils s'attaquent tous sur Tidjane Thiam. Mais une façon de masquer leurs échecs, le camouflage politique. Tidjane Thiam devient leur cible pour masquer leurs échecs, leurs pathétiques et pitoyables échecs politiques et économiques. Donc, Sissi Bakongo, j'ai pris bonne note de ce que tu as dit de Tidjane Thiam. Les Ivoiriens, effectivement, ne boivent pas l'eau par les narines, mais les Ivoiriens se souviendront que c'est toi qui as cassé les mosquées, c'est toi qui as cassé les églises, c'est toi qui as poussé les femmes à aller accoucher sur les tombes, c'est toi qui as poussé les enfants à aller étudier sur des tombes, et c'est toi qui as détourné l'argent de la rénovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, les Ivoiriens, oui, ne boivent pas l'eau par les narines, mais les Ivoiriens savent très bien qui tu es, exactement qui tu es. Oui, les Ivoiriens se souviennent de toi. C'est Ibrahim Bakongo. C'est cette réalité, ça c'est le premier point. Je n'ai pas fini, hein? On va continuer. On va revenir un peu en arrière encore. Ça c'est Sissi Ibrahim Bakongo, c'est pas ça? On va revenir en arrière. Je vais vous faire écouter quelque chose d'extraordinaire. Parce que avant d'aller, je reviens ici, permettez-moi, rapidement. On va écouter encore cette dame, notre maman nationale, Simone. On va l'écouter. On va écouter ça. Les présidents des partis politiques de l'opposition réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique CAP Côte d'Ivoire ont animé une conférence de presse ce lundi 5 mai 2025 au siège du PDCI-RDA à Cocody. Par le biais de son porte-parole, Mme Simone Eivé Gbagbo, la CAP Côte d'Ivoire a fait le point de la situation sociopolitique marquée par une forte dégradation du climat social. L'environnement sociopolitique, c'est On écoute, hein? à l'occasion de la révision de la liste électorale en 2025. Et il est à craindre qu'il se dégrade encore plus au cours de la mise en œuvre des différentes phases du processus électoral et à l'approche des élections d'octobre 2025. Tous, acteurs politiques, guides religieux de toutes les confessions, analyse de politique. Vous savez, l'opposition ivoirienne est en train de faire un travail méthodique qui échappe à beaucoup de personnes. Ce qui est malheureux chez nous en Afrique, c'est pas seulement chez nous en Afrique, mais dans la politique même de façon générale dans le monde, ce qui est un peu, on aime trop beaucoup faire la comparaison. On veut essayer de comparer les actions de la CAP aux actions du PPACI. Et l'objectif, c'est de faire croire que le PPACI est isolé, ce qui est absolument faux. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, faisons beaucoup attention aux interprétations, faisons beaucoup attention aux déformations, faisons beaucoup attention à la mauvaise lecture, faisons beaucoup attention à l'analphabétisme politique. Écoutons, analysons, observons, soyons patients et laissons le temps agir pour permettre à notre petite intelligence de comprendre ce qui est en jeu. Le PPACI et CAP mènent le même combat. Pour le moment, chacun affûte ses armes. Je le répète. Vous avez entendu lorsque Laurent Gbagbo a lancé Trop c'est trop. Je vous ai dit, il va sortir avec une stratégie. Je vous ai dit que l'alliance n'est pas idéologique. Je vous ai dit que l'alliance est stratégique. Et Trop c'est trop est venu confirmer tout ce que j'ai dit. Je répète ici encore. Les deux camps sont en train d'affûter les armes. Le moment viendra où les deux vont mener le même combat simultanément sur le terrain. Mais pour l'instant, les deux affûtent leurs armes. Et ça, c'est une stratégie, je ne vais pas trop développer ici.
C'est ce qui fait peur à Ouattara. C'est ce qui fait peur au RHDP. Parce qu'ils savent qu'il y a deux dinosaures politiques qui sont à la tête de deux organisations puissantes. Simone Gbagbo, c'est vrai que Tidiane Thiam qui a été nommé, mais la pièce maîtresse de Cap Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo. Et le PPAC, tout le monde sait que c'est coup de Laurent Gbagbo. Alors imaginez, ceux qui ont divorcé hier en tant que mari et femme, se remarient idéologiquement, se remarient stratégiquement pour mener le même combat. Les deux se connaissent, les deux se comprennent, les deux savent à quel moment il faut frapper, ils savent à quel moment il faut attendre. Et Simone, politiquement, Gbagbo c'est l'homme, c'était lui le président. Mais tous ceux qui ont connu Simone Gbagbo dans le Front populaire ivoirien, avant, je ne parle pas du Front actuel, ils savent très bien que Simone Gbagbo, c'est une femme de conviction et elle tient droit dans ses bottes. Alors ici, tout ce que nous demandons à nos guides religieux, c'est de prier de sorte que Dieu intervienne du côté du peuple. Ce que j'ai dit il y a quelques jours, je le répète aujourd'hui encore. L'accession d'Alassane Ouattara, et je mets n'importe quel guide religieux, n'importe quelle personne qui se proclame pasteur, patati patata, je m'en fous de ton titre. Moi, je dis pour moi ici. Alors, l'accession d'Alassane Ouattara, Dieu a laissé faire les choses, mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. J'ai dit la seule chose que Dieu ait faite dans cette accession de Ouattara de façon maléfique au pouvoir, c'est de permettre à Laurent Gbagbo d'inscrire le nom de ce criminel voleur, voyou, irresponsable sur la liste électorale, sans tenir compte de son antécédent. Est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité américaine, prétendument acquise au même titre que Tidiane Thiam quand il a marié Barbara Davis, la mère de ses deux enfants, Catherine et David? Il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Alors, vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Et quand une bête, un abruti, un voleur, un corrompu jusqu'à la moelle, si c'est Ibrahim Bakongo, vient dire que c'est Alassane Ouattara qui a permis à l'autre de rentrer. J'ai honte de ce mensonge grotesque, ridicule. Un mensonge qui fait vomir à la limite. Tidiane Thiam n'est pas un idiot. Quand Tidiane Thiam se mariait, il savait que la femme qu'il épousait, de par ce mariage, il pouvait avoir la nationalité française. Et ce qui est intéressant aussi, aujourd'hui, on nous sort cette nationalité française. Mais cette nationalité française n'a jamais servi Tidiane. Cette nationalité française, parce que vous savez, la rédaction d'une loi, je le dis, je le répète aujourd'hui, la rédaction d'une loi est motivée par un esprit, est motivée par une vision, est motivée par un but, est motivée par un objectif. En rédigeant ce projet de loi, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Alors, la rédaction d'une loi ne se fait pas comme ça. Et malheureusement, les analphabètes politiques que nous avons aujourd'hui à la tête de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, ils n'ont aucune culture politique. Ils n'ont aucune culture morale. Ils n'ont aucune culture de la compréhension des choses sensibles politiquement et juridiquement. Il y a des interprétations au niveau de la loi qui ne se font pas de façon légère. Surtout quand cette interprétation peut porter atteinte à la sécurité nationale. Il y a des choses qu'on ne prend pas à la légère. Une fois qu'il y a un conflit qui est posé, il y a un dilemme, autant pour moi, qui est posé à ce niveau, on essaie de remonter d'abord un pouvoir. Est-ce qu'il y a une jurisprudence? Est-ce qu'il y a une jurisprudence dans le cas de Tidiane Thiam? S'il n'y a pas de jurisprudence, il est demandé dans ces conditions. Moi, je le dis, s'il y a un juriste au monde, que son caleçon est dur, sa ceinture, il n'a qu'à sortir pour dire ce que je suis en train de dire est faux. S'il est né d'un homme et d'une femme, et puis les futurs cadavres, s'il est sûr
que son doctorat, son PhD, qu'il a eu en droit, s'il est sûr qu'il n'a pas volé, il n'a qu'à sortir pour contredire ce que je dis. Dans les cas d'espèce, il y a toujours cette analyse qu'on fait. Est-ce qu'il y a une jurisprudence? On regarde, il n'y a pas de jurisprudence. On regarde la loi. Comment il faut l'interpréter? On regarde la loi et puis on essaie d'entrer dans l'esprit qui a motivé la rédaction de la loi. Et on essaie de regarder comment cela peut être appliqué. Ça. On dit la loi est impersonnelle, mais c'est faux. Le maudit qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a dit que la loi, la constitution, comme on appelle là, sur la nationalité, est cynique, inique, et ça a été fait contre lui. Le et le ou. Il a dit que ça a été fait contre lui. C'est pourquoi il a dit qu'il ne va pas attendre 5 ans pour aller pour briguer le pouvoir. Et on sait ce que ça a donné en 2002, on a vu la rébellion de Sorobio. Cette question de la nationalité de Tijan c'est beaucoup plus complexe, mais malheureusement, il y a tellement d'analphabètes en Côte d'Ivoire, il y a tellement de tarés, tellement de tortues ninja. Les gens, chacun sort et puis il dit c'est merde. Et il joue à quelque chose de très dangereux. Alors, Ivoirien, voilà ce que je peux dire. Il y a une réalité en Côte d'Ivoire, il faut faire beaucoup attention. J'ai toujours dit une chose, je viens la répéter aujourd'hui. Quand Dieu est sur le point de vous détruire, quitte ton affaire de Dieu, merci beaucoup, je n'es pas d'accord, il faut te déconnecter. Quand Dieu est sur le point de vous détruire, quand Dieu est sur le point de vous détruire, Dieu ne le fera jamais parce qu'il n'est pas un Dieu injuste. Il est un Dieu juste. Donc, Dieu vous amène à lui donner une excuse suffisante. C'est pourquoi sa parole dit, il est lent dans la colère, riche en bonté, mais violent dans la vengeance. Ces 3 choses, on ne l'oublie jamais. Lent dans la colère, ça fait 15 ans qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Depuis 1989, il est dans la politique ivoirienne. Et Dieu est patient avec Ouattara. Donc, cette partie se confirme. Riche en bonté. Parce qu'il permet à Ouattara de faire ce que Ouattara veut. Et Ouattara croit que ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu. Il croit que le pouvoir qu'il exerce de façon brutale, sauvage et violente, il croit que c'est l'émanation de la volonté divine. Mais sa vengeance est violente. Mais cette vengeance, pour comprendre la lenteur de Dieu pour accomplir sa vengeance, regardez la promesse qu'il a faite à notre père Ibrahim. Tes enfants seront captifs dans un pays pendant 400 ans. 400 ans. 400 ans. Mais le jour qu'il est arrivé, en un seul jour, il a brisé la chaîne de la captivité de 400 ans. En un jour. Ce jour, le pharaon se voyait puissant, indéboulonnable, intraitable, fort. Il ne voyait rien qui pouvait l'arrêter d'accomplir sa volonté. Mais Dieu a utilisé un bâton de son serviteur. Un serviteur qui avait même fui pour aller dans le désert. Il revient. C'est ce serviteur qui a fui que Dieu utilise pour sa vengeance. Dieu n'a pas besoin de chars, de F-16, de F-22, de Raptor, de porte-avions Truman. Dieu a besoin de son petit doigt pour ordonner pour que la chose s'accomplisse. Il ordonne, le porte-avions Truman descend au fond de la mer avec tous les F-16, les F-22, les Raptors, au fond de la mer. C'est fini. Et les idiots qui sont au pouvoir, certains savent, mais ils ont peur.
le RHDP est fini. C'est terminé pour le RHDP. Quand vous écoutez des gens comme Cissé Ibrahim Bakongo, qui ont très tôt oublié, alors que Dieu, une fois de plus, qui est à ton affaire de Dieu, tu n'es pas d'accord, déconnecte-toi, c'est pas mon problème. Il dit, demain, quand vous serez dans cette position, n'oubliez pas que vous aussi, hier, vous étiez comme ça. Au RHDP, ils ont oublié qui ils étaient hier. Ils tuent aujourd'hui. Ils manipulent la justice. Ils instrumentalisent la justice. Ils imposent le faux. Ils violent la loi. Et ils disent c'est eux. Parce qu'ils ont les forces spéciales qui sont stationnées à l'hôtel Sebroko, entre Atekoubé et le plateau. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Sebroko, comme nous là. Donc, pour eux, vous avez le directeur de la police, Kouyaté, c'est ça? C'est fini. Vous avez le commandant supérieur de la gendarmerie, Apollo, c'est fini. Vous avez tout ce que vous voyez, c'est fini. Mais moi, je dis au peuple ivoirien, vous serez surpris. On va continuer. Parce que pour parler de ces gens-là, souvent, il faut apporter la preuve quand vous parlez. Ça permet à chacun de comprendre ce qui est en jeu. Journalistes et hommes de médias, les démocrates et observateurs critiques sont d'accord pour dire que le climat social et l'environnement sociopolitique sont d'accord. Les interventions, les alertes des médias, les mises à garde des guides religieux qui parlent des avocats, les débats des analyses de politique et les prises de position de certaines églises sur cette question confirment cette tendance. Vous allez entendre quelque chose ici. J'ai pris le temps d'écouter Simone. Plus de 6 millions. Hey, Ouattara. Tiens. Mais moi, la seule chose que je me pose comme question, I'm really sorry, voilà. Vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Qu'est-ce que les autres veulent faire? Venir dilapider l'argent de l'État? Maudit à 1000 fois Ouattara. Maudit. Toi, tu as un budget de souveraineté de 340 et quelques milliards. Gbagbo n'a jamais eu un budget de souveraineté de 100 milliards. Bédié n'a jamais eu 100 milliards. Oufoué lui-même n'a jamais. Mais toi, là, le bouki, le menteur, le criminel, l'assassin, donc, toi, tu prends 340 milliards par an, budget de souveraineté, et tu dis, c'est les autres qui vont venir dilapider l'argent de l'État. Et Allah, Dieu, comment vous pouvez être malhonnête jusqu'à ce point? Hey, Ivoirien, Dieu vous parle par ma bouche. Écoutez, détestez, je m'en fous. Haïssez, je m'en fous. L'essentiel, si c'est la vérité, moi, je suis satisfait. Lui, il a un budget de souveraineté de plus de 340 et quelques milliards chaque année. Et il estime que les autres veulent voler. Mais pourtant, quand vous regardez sa gabegie financière, vous regardez la gabegie financière de Laurent Gbagbo, même s'il n'en a pas fait, disons-le pour maquiller les choses, Bédié, qu'on a traité de tout, de solar, tout ce que vous pouvez imaginer, mais Bédié n'a jamais dépassé 80 milliards. D'ailleurs, c'est lui qui a fait monter à 80. Oufoué, c'était 60 milliards. Bédié a mis 80. Gbagbo n'a pas mis un centime dessus. Ouattara a mis 80. Il fait 340 milliards. De Ouattara à Gbagbo, Bédié là, jusqu'à Oufoué là. Qui vole? Maudit les malhonnêtes. Maudit les corrompus. Maudit vous qui allez brûler en enfer demain. Parce que la vérité n'est pas en vous. Vous mentez
Alors que la vérité est là. Les faits sont têtus. Les Ivoiriens voient ça. De toi à Gbagbo, de toi à Bédié, qui a détourné l'argent? C'est toi. Toi seul, tu as 2 Boeing. Oufoué n'a jamais acheté de Boeing. Bédié n'a jamais. Bédié, tous les avions. Je crois que Bédié, est-ce que Bédié a acheté un avion? Je ne sais pas. Je sais pas. Bédié a dû acheter un. Gbagbo n'a rien fait. Lui, il a tout trouvé là. Ou bien lui aussi, il a acheté. Je ne sais pas. Mais lui, il a pris 2 Boeing. Le dernier Boeing est arrivé, ça ne fait même pas 6 mois. Alors, le jour que l'avion est venu, Ouattara venait de dire aux Ivoiriens, je ne vais pas quitter le pouvoir, je vais mourir dans le pouvoir. Les Ivoiriens n'ont pas compris. Ce jour-là, j'ai décrypté. Ce jour-là, j'ai décrypté. J'ai balayé. J'ai dépoussiéré. Et puis j'ai dit, voilà, Alassane ne quittera pas le pouvoir. L'avion là est là. Quel président au monde vous connaissez qui va acheter un nouveau avion? C'est pas ça? Ou bien le français dit comment? Bon, prenez ce qui est bon, laissez ce qui ne vous plaît pas. Il achète un avion brand new. Et l'avion, d'après ce que j'ai lu dans le document, l'avion a pris du retard à peu près 1 an parce que Ouattara a exigé une certaine qualité de cuir qu'il faut utiliser et de bois. Il voulait que le même bois rare qui est utilisé dans les avions des rois et empereurs monarques du Golfe, Trump, Poutine, Xi Jinping, il voulait que son avion ressemble à ceux-là. Il a installé des trucs dans l'avion. Le prix là, que les gens ont mis là, ce n'est pas le vrai prix. Quelqu'un qui a fait tout ça là, c'est lui qui a venu laisser l'avion au prochain président. Est-ce que vous connaissez Ouattara? Le Boeing là, il a médicalisé. À l'intérieur du Boeing, il y a une clinique dedans. Même chose comme l'avion de Poutine, Xi Jinping, Donald Trump et puis les rois, les monarques là. Même chose. Son avion n'a rien à voir avec les avions des présidents africains. Et c'est quelqu'un comme ça là, vous pensez qu'il va quitter le pouvoir? De lui à ceux qui l'accusent de voleur là, qui vole, qui a volé. Alors lui, il vit dans un palace. Mais les Ivoiriens végètent. Il vit dans un palace. Son avion est un palace. Son avion est un hôtel 10 étoiles. Pas 5 étoiles, 10 étoiles. Mais les Ivoiriens végètent. Il n'y a pas courant dans les campements. On paie mal le cacao. Mais ils trouvent que c'est les autres. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ceux-là? Si c'est pour dilapider l'argent de l'État, ils vont me trouver sur leur route. Maudit à 1000 fois, voleur, criminel, assassin, Alassane Ouattara. Ton avion là, il faut dire exactement le jour qui va quitter le pouvoir. Le vrai président qui va venir. Le véritable président, tel que Dieu me l'a révélé. Le véritable président qui va venir. Quand ils vont faire audit sur ces choses-là, le jour là, les Ivoiriens vont chercher micro pour appeler le nom de Keïta partout sur les réseaux. Keïta, tu es où? Vous n'avez pas encore vu la vérité à Ouattara. Même les 40 000 milliards de dettes là, c'est masqué, comme Macky Sall a fait en Guinée et Safrola au Sénégal. C'est masqué. Je vous le dis, c'est masqué. Je répète, c'est masqué. Les vrais chiffres, c'est au-delà des 50 000 milliards de dettes en Côte d'Ivoire. Je peux même m'hasarder à parler de 60, 70, 75 000 milliards. La réalité est masquée. C'est caché. C'est Christ. Et l'équipage social, c'était tout. La porte-parole de la coalition pour l'alternance pacifique a insisté sur le refus du gouvernement à organiser un dialogue politique et sur les différentes revendications de l'opposition. Selon la CAP Côte d'Ivoire, l'analyse de la liste électorale ne reflète en aucune manière la réalité et dénonce l'élimination de certaines personnalités politiques de la liste électorale. En effet, depuis août 2024, l'opposition a interpellé le gouvernement sur la nécessité d'ouvrir le dialogue politique par le biais d'un point de presse. Cela
été formalisé par la suite par deux courriers du chef de l'État en septembre et en octobre 2024. Alors, vous savez, comme je dis tout à l'heure, Simone est un dinosaure comme son mari Gbagbo. Tout le travail, là, les gens disent, ah, ça c'est long, ça c'est discours, Ouattara ne connaît pas. Je voudrais dire aux novices politiques, elle est en train de planter, elle est en train de laisser les preuves et les traces. Je répète, la CAP Côte d'Ivoire, comme le PPRC, chacun dans son coin, est en train de lancer. Et ce qui m'a marqué ici, rappelez-vous, souvenez-vous, même si vous me détestez, même si vous me haïssez, vous reconnaissez ceci. Aujourd'hui, la CAP Côte d'Ivoire a dit quelque chose que j'avais souhaité de tout mon cœur. Ils disent, ici elle va le dire, ils vont entreprendre des tournées dans toutes les chancelleries en Côte d'Ivoire pour parler. Vous avez bien compris. Vous vous rappelez, j'ai dit, il faut présenter cette liste, faire un document et aller dans toutes les chancelleries pour leur dire, voilà ce qu'il y a. En réalité, on n'attend rien de ces chancelleries, puisque la plupart de ces chancelleries-là, c'est elles qui ont donné l'ordre aux Nations Unies pour bombarder la résidence présidentielle, pour faire arrêter Laurent Gbagbo et le jeter à la CPI. Maintenant, il s'agit pour ces chancelleries aujourd'hui d'être confrontés à la réalité et à la vérité. En d'autres termes, excusez-moi, toute la mascarade, toute la fraude, les inscriptions fallacieuses, les violations de textes et de lois par la CEI. Le dossier sera constitué et puis déposé dans les différentes chancelleries et avoir des rencontres pour expliquer pourquoi l'opposition politique ne veut plus faire partie de la CEI, pourquoi on exige une CEI impartiale, pourquoi on exige une liste électorale impartiale. La question, logiquement, ne devait même pas se poser. Si Alassane Ouattara se fait confiance, si son bilan est inattaquable, s'ils peuvent prouver aux Ivoiriens qu'ils ont travaillé pour les Ivoiriens et que les Ivoiriens sont prêts à leur accorder leur suffrage, leur confiance, mais qu'ils permettent d'avoir une liste électorale propre, une liste électorale nettoyée, une liste électorale purifiée, une liste électorale mise à jour, et qu'ils partent à armes égales à ces élections. Mais les gens ont l'habitude de dire que le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Ça, je suis d'accord avec vous. Et l'opposition politique ivoirienne l'a très bien compris. Alors, on va clore ce chapitre rapidement pour passer au deuxième chapitre. C'est Blé Goudé qui sera chargé d'organiser le meeting du 31 mai 2025. C'est Blé Goudé. Cela me permet encore d'ouvrir une brèche, une énième fois. Vous attaquez Blé Goudé. Je ne suis pas fan de Blé Goudé. Vous le savez. Mais je me dis aujourd'hui, à quoi ça sert de distraire les Ivoiriens? À quoi ça sert de distraire l'opposition avec cette histoire de Blé Goudé? Quand vous menez un combat, arrivé un moment, votre partenaire, lorsqu'on vous dit des choses sur lui, on vous le présente comme, non pas un atout, mais comme étant un obstacle. Vous avez le choix de vous poser des questions, de réfléchir. Est-ce que depuis tout le temps que je marche avec ce partenaire-là, est-ce qu'il m'a montré des signes
me permettant de douter de sa loyauté. Si ces signes existent, alors vous avez toutes les raisons de prendre vos distances, de prendre vos dispositions pour vous mettre à l'écart ou mettre ce partenaire à l'écart. Mais si rien de tout ça n'est vrai, que seulement c'est sur la base de quelqu'un qui dit qu'il a des hiboux, même là où on ne pense pas qu'un être humain peut être, alors là, réfléchissons. Parce que c'est la parole de Chris Yapi contre la parole de Blé Goudé. Et ce que les Ivoiriens voient aujourd'hui sur le terrain, est-ce que Blé Goudé donne raison à Chris Yapi ou Blé Goudé se démarque de Chris Yapi? On a le droit et on est en droit tous de nous poser des questions, de susciter des interrogations. Est-ce que Blé Goudé réellement est celui que Chris Yapi nous présente? Est-ce que Chris Yapi lui-même n'est pas en train de travailler pour le RHDP? Est-ce que Chris Yapi lui-même, en s'attaquant à Blé Goudé, quel objectif il recherche? Parce que intelligemment, il veut tellement avoir raison que la raison lui échappe. Hey, Keta, ça veut dire quoi ça? Chris Yapi veut tellement avoir raison sur Blé Goudé que la raison échappe à Chris Yapi. Une dernière fois. Chris Yapi veut tellement avoir raison sur Blé Goudé que la raison échappe à Chris Yapi. Pour la simple bonne raison. L'intelligence aurait demandé à Chris Yapi, tu as des doutes, tu as fait des enquêtes, voilà ce que tes enquêtes ont révélé, voilà ce que tu as dit de Blé Goudé. L'intelligence et la subtilité humaine lui auraient conseillé, attention, il y a une nouvelle phase de la politique en Côte d'Ivoire, il y a un nouveau combat, il y a un nouveau champ, d'accord? Il y a un nouveau théâtre d'opération. Regarde Blé Goudé, observe-le. Est-ce qu'il s'inscrit dans cette logique de combat ou il se met en retrait? Aujourd'hui, quand je regarde Billon, moi j'aurais souhaité voir Billon être présent à la maison du PDC-RDA, même s'il n'est pas dans le PDCI, mais j'aurais souhaité le voir soutenir les partis politiques dans ce combat. Mais Chris Yapi ne voit pas Billon, qui est dans son coin, qui prépare son combat seul. Chris Yapi ne voit pas ça. Mais c'est Blé Goudé, il voit. Alors, il ne voit rien. Que chacun se pose des questions sur Blé Goudé. Est-ce que Blé Goudé est celui que Chris Yapi prétend qu'il est? Est-ce que Blé Goudé s'inscrit dans cette logique de dénonciation de Chris Yapi? Ou Blé Goudé est en train de... Vous n'avez qu'à écouter l'intervention de Simone Gbagbo jusqu'au bout. Lorsqu'elle va dire que c'est Blé Goudé qui a été choisi pour organiser le meeting géant du 31 mai de la CAP, la salle a explosé de joie pour dire il a encore cette possibilité, il a encore cette aura, il a encore cette crédibilité. Alors que Chris Yapi réfléchisse pas deux fois, parce que là, c'est la distraction qu'il est en train de faire. Il faut que les Ivoiriens fassent attention aux publications de Chris Yapi sur Blé Goudé. C'est la même chose avec Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, je le soutiens à 100%. Mais quand il s'agit de Blé Goudé, c'est une obsession. Et là, en ce moment-là, je me démarque. Parce que si je vois Blé Goudé faire quelque chose, je vais l'allumer sans retenue. Mais ici, est-ce que Blé Goudé s'inscrit dans une logique? Ils ont tous dit, on va mener ce combat avec les armes que nous donne la Constitution. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, on va continuer à écouter rapidement. Ouais, on a déjà fait, on allait un peu, le temps file vite, d'accord? On va continuer, rapidement, on va continuer avec Simone, rapidement. Et alors, le gouvernement a, par le chemin d'une réponse du ministre de l'Intérieur, refusé de faire droit à la requête de l'opposition au motif qu'il n'y avait pas raison. Il considère que les enfants de 2022 ont traité tous les
Alors moi, je vais remonter un peu le fil de l'histoire. Lorsque la même question s'était posée en 2020, je ne sais pas ce que Dieu réserve à Amadou Gon Coulibaly, je ne sais pas ce qu'il vit en ce moment dans sa tombe, je ne sais pas s'il est tourmenté, je ne sais pas ce que Dieu lui réserve honnêtement, Amadou Gon. Lorsque les Ivoiriens, en ce moment, Simone Gbagbo n'avait pas droit à la parole, Gbagbo Laurent se battait encore à la CPI. C'était le président Aimé Arikona Bédié, Mabri Touakeuse, Afi Nguessan. Blé Goudé n'avait même pas de passeport pour entrer dans son propre pays. Et c'est Amadou Gon Coulibaly qui parlait. On a vu l'arrogance. Il recevait les gens à la primature juste pour la forme. Mais après, on faisait ce comme il n'y avait rien. Mais ce que le premier ministre du Burkina a dit à Alassane Ouattara, je voudrais qu'Alassane Ouattara retienne cela. 1987 n'est pas 2025. Et 2020 n'est pas 2025. Alors, permettez-moi, je suis un peu fatigué. J'ai fait parce que j'ai pas fait 48 heures, mais je peux dire j'ai fait à peu près 24 heures, à peu près 30 à 36 heures, j'ai pas dormi. Hein? Voilà, ce qui fait que j'ai un peu la fatigue, mais on va quand même faire tout pour conclure notre émission. Donc, Amadou Gon Coulibaly il a manipulé l'opposition pour servir les intérêts de Ouattara. Celui qui était chargé d'avoir cette discussion avec l'opposition politique ivoirienne, c'est celui-là qui, dans son fief à Korogo, a dit à Sonao, Walay Bilay Talay, à Sonao, Walay Bilay Talay. Quand il a fini de dire ça, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous venez de signer votre arrêt de mort avec ce que vous venez de dire. J'ai dit, vous ne verrez même pas 2020, vous ne participerez même pas à ces élections. Ouattara l'a choisi comme son candidat. J'ai dit, Ouattara, tu ne vas pas t'amuser avec Dieu. De la manière dont Dieu t'a recadré, quand tu as choisi Gon Coulibaly, c'est de cette même manière que Dieu va te recadrer en 2025. Mais 2025 sera pire que 2020. Donc, Gon Coulibaly a manipulé l'opposition et Gon Coulibaly lui-même a été exclu du jeu politique par l'Éternel Allah lui-même. Au point où le vieillard, sans foi ni loi, vient nous parler de circonstances atténuantes, de circonstances exceptionnelles. C'est comme on était dans une royauté. Alors, peuple ivoirien, il est important à un moment donné que chacun se pose la question, dans quel pays je veux vivre? Dans quel pays je veux vivre? Je me rappelle encore après les élections américaines de 2020, je crois, où les partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole. Tout était fait à dessein. Parce que le directeur actuel du FBI avait demandé à l'ancien directeur du FBI et même au Pentagone de déployer des militaires pour protéger l'édifice, c'est-à-dire le Congrès. Et celle qui, à l'époque, était la présidente du Congrès, Nancy Pelosi, elle a refusé. Elle a rejeté la demande. Aujourd'hui, tout ça, ça sort contre elle. Donc, ils ont laissé les manifestants qui avaient été infiltrés par des agents doubles du FBI pour créer le chaos et connaître ce que vous avez vu. L'objectif était de faire tomber Donald Trump politiquement pour toujours. Je disais à une dame qui m'avait contacté par rapport à nos produits. Elle avait reçu une information de son médecin
Et elle m'a laissé un mot, elle dit, Keita, quand nous sommes allés voir le médecin, après les examens, les résultats, le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas d'issue, qu'il n'y avait pas de chance, qu'il n'y avait aucune possibilité que, c'est comme c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'idée que je vais vous présenter. Je lui ai dit, quand elle m'a dit, dans ces conditions, on va laisser mon mari, donc tu vas te concentrer sur ma maman et moi. Je lui ai dit non. Le médecin qui a parlé n'a pas parlé au nom de Dieu. Le médecin qui a parlé, il a parlé en connaissance, en fonction de sa connaissance, en fonction de sa connaissance universitaire et académique, en fonction de ce qu'il a appris sur les bancs. Mais il n'a pas parlé selon la volonté de l'Éternel. Quand j'ai laissé le message, la dame m'a rappelé, elle dit, c'est pas vrai, Keita, tu m'as. J'ai dit non. Je ne suis ni charlatan, ni marabout. Mais je travaille avec la foi. Est-ce que tu as la foi? Je ne te vends pas une illusion, je ne te vends pas un rêve. Je te pose la question, est-ce que tu as la foi? C'est avec la foi que je travaille. Est-ce que tu as la foi? Elle dit oui. J'ai dit, laissons Dieu agir. Le médecin, il a parlé à son nom et en fonction de ce qu'il a appris et du diplôme qu'il a obtenu. Doctorat, PhD, tout. Mais moi, je parle au nom de l'Éternel. Et ceci est plus élevé que n'importe quel diplôme sur la terre des hommes. Cette connaissance-là, elle ne se monnaie pas. Cette connaissance-là, elle ne s'apprend pas dans une classe, dans un amphithéâtre, dans une salle de TD. Elle n'est pas sanctionnée par un PhD, par un doctorat. Mais c'est un don que l'Éternel fait à qui il veut en abondance, selon sa volonté. Et ça, c'est en fonction de ça que moi, je parle. Au RHDP, il parle en se référant aux armes. Il parle en se référant à leurs militaires. Il parle, mais ils n'ont jamais inclus Dieu dans leur programme. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, restez serrés. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. L'injustice est tellement flagrante en 2025, Dieu lui-même se sentira gêné de fermer les yeux sur ce qui est en train de se préparer. Permettez-moi, je ne voulais pas vous faire écouter, mais je vais vous amener à écouter cette petite partie de Simon Gbagbo. Je vous en prie, écoutez ça. Et c'est ça qui risque de faire déborder le vase. C'est ça qui risque d'être l'étincelle qui va enflammer ce pays. Et les gens pensent que les Ivoiriens sont des lâches, ce sont des peureux, ils ne feront rien. Les agressifs, les violents, les criminels, c'est eux. Les autres, là, ce sont les Kombala, comme ils disent. Ce sont les Boussoumani, comme ils disent. Ce sont les peureux. Tout ce qu'ils aiment, c'est femmes, alcool, sexe. Ils n'ont pas qu'à de sortir. Voilà ce que le petit Dieu l'a dit au digne fils de ce pays de Fouéboigny. Nous sommes en 2025. Et il faut bien comprendre que les besoins doivent évoluer et qu'il est nécessaire de les examiner à nouveau. Deuxième argument, la Écoutez bien. Sur les pratications légitimes de l'opposition relative à la RDP. En 2024, et la nécessité de la reprendre en 2026, conformément aux dispositions de l'accord. Alors, ici, tout ce que l'opposition demande, l'opposition n'est pas aller chercher la lune dans le ciel. L'opposition n'a pas demandé au RHDP, allez-y nous installer sur la lune. L'opposition n'a pas dit, va louer une navette de Elon Musk et puis venez nous prendre pour aller sur la lune. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, les tests qu'on s'est librement donnés, il faut respecter ça. C'est par ça que commence la démocratie. C'est par ça que la démocratie s'impose à chacun de nous. C'est pourquoi la dernière fois, dans mon développement, j'ai posé la question
aux opposants maliens. Je dis, vous n'êtes même pas démocratique. Vous n'avez jamais été démocratique. Vous n'appliquez même pas les principes de la démocratie qui s'applique à vous. Vous n'appliquez pas ces principes de la démocratie dans vos organisations politiques. Et vous voulez que le président Goïta soit votre marionnette démocratique. En un mot, c'est ça. Que le président devienne une marionnette démocratique. Mais l'opposition, telle que ici en Côte d'Ivoire, l'opposition révèle point par point le PDCI a un président, il y a eu un congrès, il y a eu élection. Alors, je dis, opposants maliens là, vous qui vous blaguez en Côte d'Ivoire là, la malédiction sera votre petit déjeuner. La malédiction sera votre partage. Quand vous regardez ce régime criminel sans foi ni loi RHDP, est-ce qu'il y a une part de vérité, il y a une part de démocratie dans la gestion de leur mouvement, dans la gestion de... Alors, c'est ceux-là qui vous encouragent à attaquer votre propre pays, le Mali. Est-ce que vous avez une dose de honte? Je prends un autre, je continue. Je dis, ça fait combien d'années Yelema de Moussa Mara est créé? Mais on n'a pas encore changé de président là-bas. Et c'est lui le bailleur de fonds. Alors, quand vous regardez Ambiko de Fatmata Batouli, c'est elle seule qui finance. Est-ce que quelqu'un peut avoir qu'elle pour dire qu'il va se présenter contre elle? Donc, elle paye les 100 millions là, ce n'est pas son problème. Tout de suite, elle peut payer. Mais, dans 5 à 10 ans, si on dit d'organiser élection, parce que elle, c'est fini là, vous croyez qu'elle va partir? Et même si elle part, elle met plus son argent dedans, le parti est mort. C'est cette réalité que les opposants ne veulent pas. Alors ramenons ça en Côte d'Ivoire. L'opposition dit, appliquons les tests. C'est tout ce qu'on demande. Le voleur, ancien rebelle, Cuibert, la malédiction humaine, la malédiction civilisationnelle, la malédiction historique, la malédiction politique, Cuibert, il trouve le génie, l'intelligence maléfique de dire qu'il n'y a pas le temps. Tu es payé pour faire un travail pour que des Ivoiriens aillent à des élections saines, sans violence, sans contestation, ou que les contestations soient vraiment minimisées. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais le temps là, tu prends ça pour faire quoi? Tu prends ça pour faire quoi? Voilà des gens qui veulent brûler ce pays. Alors, donc, ceci dit, je le répète, Tidjane Thiam n'est pas véritablement la cible. Tidjane Thiam n'est pas uniquement la cible. Tidjane Thiam est une victime collatérale de cette situation. C'est l'accaparement, c'est l'obsession maladive d'un vieillard malade, incapable. Ouattara ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire correctement. Ouattara est malade et la santé de Ouattara atteint un niveau dégradant. Mais pourquoi il va se cacher à Paris pour se faire soigner? Je vous ai dit qu'il avait fait une chute, l'AVC. Il ne pouvait pas rester parce qu'il est rentré précipitamment. Les chutes se sont accélérées à Abidjan. Donc il fallait que rapidement il rentre. Je ne sais pas. Cela nous rappelle étrangement un certain Félix Houphouët-Boigny en 93. Houphouët, il est mort 2 ans avant les élections. Et Dieu met la Côte d'Ivoire face à un dilemme. À tout moment, Alassane Ouattara peut mourir. À 6 mois des élections, Alassane Ouattara meurt. Logiquement, c'est le vice-président. Je vous ai dit, le véritable pouvoir n'est pas à la vice-présidence, ni à la primature, mais au secrétariat général de la présidence.
c'est la petite fille, la femme de Touré, chose là, qui est la véritable. C'est-à-dire que c'est elle, c'est-à-dire elle, je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire, mais c'est elle. Ouattara ne peut pas gouverner ce pays. Ouattara est sérieusement malade. La chute d'ABC qui a été mal interprétée comme étant la mort de Ouattara, et par RFI, et par France 24, et par TV5 Monde, et par Jeune Afrique, et que Ouattara a dû précipitamment rentrer parce que cela pouvait donner des velléités de contestation, de mutinerie au sein de nos camps militaires en Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il rentre pour rassurer, parce que Téné Brahima, Ouattara meurt aujourd'hui, les militaires vont couper sa tête, c'est fini. Téné Brahima n'a pas le charisme. Téné Brahima, ah, d'accord. Mais il est là, vice-président là. Il va rendre démission, comme on a vu au Tchad. Vice-président là, il va rendre démission. Il ne pourra pas. Parce que la guerre des clans, l'opposition même sera petite à côté de la guerre des clans. Rien ne dit aujourd'hui au RHDP. Moi, je pense qu'ils sont plus inquiets aujourd'hui de l'état de santé physique et mental de leur président que de ce que l'opposition demande. Mais l'opposition sait que Alassane Ouattara est au bord du gouffre, au bord du chaos, au bord de l'autre monde. Ils le savent. Ceux qui traitent Ouattara, ceux qui ont le bulletin de santé de Ouattara, ce sont les agents de la DGSE qui sont aussi médecins de traitant d'Alassane Ouattara. Donc si eux le savent, Macron le sait. Si Macron le sait, comme tous les anciens présidents ont leurs entrées, leurs sorties à l'Élysée, Gbagbo le sait. Si Gbagbo le sait, Sorogui est au courant. C'est que nous on est au courant ici à live. C'est là ta Clemsia, comment vas-tu? C'est cette réalité. Moi, je me soucie plus. C'est vrai que je soutiens l'opposition, mais moi, je m'inquiète plus de ce que la mort de Ouattara peut causer comme trouble en Côte d'Ivoire. Parce que rien ne dit que Ouattara pourra aller aux élections. Rien ne dit que Ouattara pourra participer aux élections. Rien ne dit qu'il ne va pas casser la pipe. Parce que Ouattara est mal au point. Il s'est fait injecter tellement de drogue qu'il y a eu surdosage. Il veut tellement apparaître qu'il y a eu excès de cette... Alors, je me rappelle quand Michael Jackson mourait, il y avait un contrat énorme. C'était le grand retour de Michael Jackson sur la scène internationale après les déboires judiciaires, tous ces autres. Donc, il devait faire son grand retour sur la scène internationale. Et il faisait, comment on appelle ça, il faisait ce qu'on appelle rehearsal, c'est-à-dire son entraînement. Il s'entraînait à Staples Center. Staples Center, c'est là où les basketteurs de LA vont jouer à Downtown Los Angeles. C'était pas trop loin de chez moi. Je travaillais à Staples Center. Staples Center et puis, comment on appelle ça, où Michael faisait. Donc, il y a son hélico qui le prenait à Santa Barbara, là où il habitait dans son ranch là, Santa Barbara, pour l'amener à Downtown LA pour faire les répétitions. Et il voulait tellement, il y avait le surdosage. Il était dosé jusqu'à il a fait overdose. Et quand il a fait overdose, tout de suite, quand on appelait 911, l'hélico est arrivé, l'hélico médicalisé est arrivé chez Michael, ils l'ont pris, il était inconscient. Inconscient, ils ont essayé par tous les moyens de ranimer Michael Jackson, ils n'ont pas pu. Donc quand ils sont arrivés à l'hôpital, tout de suite, toute la ville a été informée que Michael a été transporté d'urgence à l'hôpital. Donc, tout le monde était devant l'hôpital. Le CHU, en fait, là où il était, tout le monde était, et nous on suivait en direct. Moi, je me rappelle ce jour-là,
J'étais aussi, mon lieu de travail n'était pas trop loin de là où on l'avait amené, donc moi je suivais ça en direct. Tout le monde s'est retrouvé là-bas avec une prière, prière, prière. Et puis, quelques heures après, le médecin est sorti. Il a fait une déclaration. On a essayé par tous les moyens. On n'a pas pu, donc on a perdu Michael. Et c'était l'émoi total. C'était chose. Les gens ne comprenaient pas. Vous savez, quand Michael il était têtu, bon, évidemment, je crois que c'est pas sa famille, mais c'est l'État de la Californie qui a attaqué son médecin pour dire que le médecin a volontairement euh, fait, normalement, l'éthique professionnelle aurait pu dire au médecin, même si Michael te demande, tu connais les produits, tu connais les effets, tu n'aurais pas dû. Donc, il y a eu un procès, le procès, bon, c'était compliqué, on avait retiré la licence du gars, et puis bon, bon, le reste, je n'ai pas suivi parce que, mais en tout cas, le docteur, il a eu tous les problèmes. C'est la même chose aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Le surdosage, on le bombarde de drogue, on le bombarde de drogue, on le bombarde parce que le monsieur veut faire croire qu'il va bien, alors que c'est faux. Je vous ai dit en introduction, notre Dieu, il est lent dans la colère, riche en bonté, mais très violent dans la vengeance. Et Dieu a donné suffisamment de temps et à Ouattara et au RHDP pour mettre de l'ordre. Mais moi, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la CEI, qui est la Commission électorale indépendante, a volontairement introduit des électeurs contre toutes les procédures et les règles en la matière. Donc, la liste électorale est truffée, elle est frauduleuse, elle est mensongère, elle est caduque et on ne peut pas l'utiliser. Mais moi, je dis, ils l'ont fait à dessein. Parce que le RHDP est diabolique et satanique. Ils sont en train de tabler. Ils se disent, si Ouattara meurt, personne ne peut gagner ni contre Soro, ni contre Tidjane, ni contre Babo, ni contre Simon, ni contre Blegoudé. Donc, on va maintenir cette liste floue, cette liste souillée, cette liste corrompue, cette liste manipulée, on la maintient. Si le brave tien meurt, c'est cette liste qu'on va utiliser. Donc, en fait, cette liste que nous avons aujourd'hui, c'est l'arme fatale, c'est l'arme de la dernière minute du RHDP. Parce qu'on a l'impression qu'ils savent, qu'ils pensent que Ouattara ne pourra pas aller aux élections. C'est le sentiment que moi, personnellement, qu'il me donne. Bon, que Dieu nous aide tous, que Dieu nous protège tous.